Avant de laisser la parole à nos intervenantes, je vais juste vous laisser une petite minute pour prendre connaissance des quelques informations d'organisation relatives à ce temps d'information que je viens de mettre dans le chat. Merci à vous d'en prendre connaissance. Donc, alors pour répondre aux besoins que vous nous avez exprimés, via le questionnaire, hein, qu'on vous avait envoyé en fin d'année dernière. Donc après l'accueil familial pour les personnes âgées et en situation de handicap en janvier, puis, les droits des aidants en février. Et bien, nous vous proposons aujourd'hui un temps d'information sur la protection juridique des majeurs. Donc pour ce faire, nous avons sollicité, Cathy Baye, qui est coordinatrice du service, d'information et de soutien aux tuteurs familiaux, hein, au niveau de l'UDAF sur, en tout cas pour le département du Nord, et qui est aussi, mandataire judiciaire, à la protection, des majeurs. Donc un grand merci à madame Baye, de votre présence, merci à vous. Interviendra également, Nadège Henbert, hein, qui est coordinatrice au pôle autonomie de Lille. Merci Nadège, je te vois sur l'écran. Donc au programme de cette petite heure d'information, donc la loi sur, les mesures de protection, hein, je vous rassure, on ira très vite sur cette partie-là. La procédure pour instruire une demande de mise sous protection, les différentes mesures et enfin pour terminer, un petit focus sur des outils, à disposition des professionnels et des familles, des fiches techniques, une mallette pédagogique, un guide pratique, qui sont vraiment et là ils portent bien leur nom, très pratiques et très utiles, pour mieux comprendre la protection juridique des majeurs. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Nous y répondrons, comme d'habitude, via la foire aux questions que nous vous enverrons avec le support. Eh bien, du coup, je vais laisser la parole à madame Baye. Madame Baye, c'est à vous. Bonjour, donc je vais partager le document, Oui. peut-être? Alors. Alors juste dire à chacun si vous pouviez, couper votre micro pour qu'on puisse bien entendre, madame Baye. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Est-ce que vous visualisez le PowerPoint? C'est bon? Oui. Oui. Très bien. Oui, tout à fait. Donc, écoutez, aujourd'hui, nous allons parler donc de la protection des majeurs. Donc, dans un premier temps, je partirai donc de la loi, hein, sur les mesures de protection. Nous verrons ensuite, la procédure pour instruire une demande de mise sous protection. Ensuite, nous verrons les différentes mesures, les dispositions à prendre, une fois qu'on a été nommé, tuteur ou curateur. Et ensuite, je, vous développerai le service d'information et de soutien aux tuteurs familiaux et je terminerai sur les différents outils mis à disposition des professionnels et des familles. Donc au niveau de la loi, on part de la réforme, hein, de la protection juridique des majeurs, donc la loi du 5 mars 2007 et alors alors il y a une autre personne qui accède au PowerPoint et qui alors j'ai plus la main. Vous n'aviez plus la main? C'est pas Ah, grave. alors, Départager, repartager peut-être? heu, désolée, excusez-moi. Pas de souci. Alors du coup, là, on a vu sur le sommaire. Oui, mais alors j'ai plus, Est-ce alors
Est-ce que vous souhaitez, Madame Baye, que je prenne la main? Alors, attendez, là, j'essaye de voir au niveau de l'affichage. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'est modifié. Là, Alors, du coup, ça s'affiche. Nous sommes sur le sommaire. Oui, alors moi, il est en train de remettre le PowerPoint, là. C'est toujours en cours pour l'instant. On rencontre des difficultés pour... je sais pas. Est-ce que vous voulez que je prenne la main et que je suive tout simplement votre présentation puisque on l'a travaillée? Moi, ça me pose pas de problème. Écoutez, attendez, alors, je vais ici. Alors là, du coup, c'est départagé. Alors. Vous voulez que je prenne la main, Madame Baye? Mais là, c'est en train de se remettre, donc ça D'accord. devrait... Ouais, Ne vous j'espère, en en tout faites pas, cas. il y a encore plein de monde qui arrive dans la salle, donc tout va bien, ils sont pas en retard. Bon, ça y est. Alors, donc, je vous disais, donc on partait donc de la loi, hein, du 5 mars 2007. Donc on part du principe général de la capacité juridique, hein, donc à sa majorité fixée à 18 ans, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance. Toutefois, en certaines circonstances, hein, les majeurs peuvent ne plus être à même de gérer leurs biens. Ah, et ça recommence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la main également sur le PowerPoint? Non, je ne pense pas. Oui, à chaque fois, il se... Bon, vous savez quoi? Départagez, Madame Baye, je vais essayer de mon côté. Là, vous visualisez toujours, là? On visualise le sommaire. Là, vous visualisez, vous, le sommaire. Oui. Alors que moi, je visualise finalement la suite. Alors, je vais synchroniser avec là. Alors, là, est-ce que vous visualisez? Le sommaire. Toujours le sommaire. Pourtant, moi, il avance bien sur mon écran. Et là, qu'est-ce que vous visualisez? Alors, on arrive à avancer tout seul le PowerPoint. J'ai juste fait un essai parce qu'on voit les flèches, on voit le nombre de pages qu'il y a et avec les flèches où on voit le nombre de pages, on sait revenir en arrière comme aller plus loin. Bon, alors, ce que je vous propose, moi, c'est que personne ne touche à rien, sauf Madame Oui. Baye. Bah oui, moi je l'ai pas touché, c'est que j'ai juste fait un essai une fois quand elle a dit qu'elle avait plus la main mise Bah, dessus et écoutez, effectivement chacun peut. Ah oui, donc c'est pour ça. bon, Ouais, alors, je pense que ce que je vais c'est. essayer de faire, moi, c'est de le partager, Madame Baye. Vous voulez bien? Oui. On va y arriver. Je vais aller le chercher. Hop. Je l'ai ouvert. Hop. Est-ce que tout le monde le voit? Moi, je le visualise. Oui. Oui, on visualise. Oui aussi, je visualise. Bon, ok. Je vais avancer du coup, si j'y arrive. Hop, hop. Est-ce que vous visualisez? Oui. Hop. Oui. C'est tout bon? Oui, c'est tout bon. Bon, ben voilà, on y va. Allez, donc, on part toujours de la loi du 5 mars 2007, hein, et donc du principe général de sa capacité juridique. Et donc, l'objectif de la protection juridique, hein, est d'éviter les éventuels abus dont un individu peut être victime ou les dommages qu'il peut causer à sa personne ou à ses biens. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on parle de mesures de protection.
Alors, donc, les objectifs principaux de cette réforme, donc on avait 5 objectifs principaux, hein. Donc, le premier était de renforcer les droits des personnes protégées et de leurs familles. Le deuxième objectif était de réaffirmer les grands principes de la protection des majeurs. Donc ça, je vais vous développer les grands principes par la suite. Le troisième objectif était d'harmoniser et de mieux encadrer les conditions d'exercice des mesures confiées à des intervenants extérieurs à la famille. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu la création, hein, du diplôme de mandataire judiciaire à la protection juridique des majeurs. Ensuite, le quatrième objectif était de distinguer les mesures de protection juridique et les aides d'action sociale. Et le dernier objectif était d'alléger le coût croissant à la charge de la collectivité publique en favorisant le plus possible les mesures familiales. Donc c'est vraiment un dispositif légal recentré sur la personne. Le majeur protégé est vraiment au centre du dispositif, avec la prise en compte de la volonté de la personne et de ses droits. Il y a eu la création d'une charte des droits et libertés, et il y a eu la suppression des mesures de protection pour tout ce qui concernait prodigalité, intempérance ou oisiveté. Donc là, je vous ai mis la charte des droits et libertés de la personne protégée. Cette charte, vous pouvez la retrouver sur le site du CREAI, sur le site protection juridique creai-hauts-de-france.fr. Et donc, vous allez pouvoir retrouver cette fiche technique, mais également, il y a à peu près une vingtaine, hein, de fiches techniques sur différents thèmes. Et donc, vous retrouvez une mine d'informations sur ce site-là concernant les mesures de protection. Donc, il y a eu la création, hein, du mandat de protection future. Alors, le mandat de protection future, c'est la possibilité d'organiser sa propre protection dans le cas d'incapacité à pourvoir seul à ses intérêts. C'est-à-dire que le mandat de protection future, on le fait finalement quand tout va bien, hein, on anticipe le jour où on ne serait plus en mesure d'intervenir dans nos différentes démarches. Donc ce mandat de protection future peut se faire soit pour soi-même, soit pour autrui. Donc le mandat pour autrui, en fait, il est fait, c'est par exemple des parents ayant des enfants en situation de handicap qui s'inquiètent le jour où eux-mêmes ne seraient plus là, peuvent faire un mandat pour autrui, donc pour leur enfant, qui pourrait s'activer le jour où eux-mêmes ne seraient plus en capacité de. Donc le mandat, c'est soit on fait un mandat, donc pour soi-même, on peut le faire sous seing privé ou par un acte notarié. Quand c'est un mandat pour autrui, obligatoirement, on doit le faire par acte notarié. Donc comment prend effet le mandat de protection future? En fait, lorsque le mandataire constate que l'état de santé du mandant ne lui permet plus, hein, de prendre soin de sa personne ou de s'occuper de ses affaires, il fait les démarches nécessaires pour que le mandat prenne effet. Donc cette constatation doit être établie par un médecin, hein, inscrit sur une liste établie par le tribunal. Donc cette liste est disponible dans les tribunaux. Donc c'est un médecin expert qui va faire une expertise pour déterminer s'il y a une nécessité donc d'une mesure et donc d'activer le mandat de protection future. Donc le médecin délivre un certificat médical constatant l'inaptitude du mandant. Le mandataire ensuite se présente avec le mandat de protection future et le certificat médical au greffe du tribunal pour faire viser le mandat par le greffier et permettre ainsi sa mise en œuvre. Ensuite, il y a eu la création d'un dispositif social que l'on appelle la MASP, mesure d'accompagnement social personnalisée. Et donc là, je vais laisser la parole donc à Madame Embert qui pourra vous présenter ce dispositif. Donc, juste quelques mots sur ce dispositif. Donc, d'abord, qui est concerné par la MASP? Donc, toute personne majeure qui rencontrerait des difficultés dans sa gestion administrative et financière. Donc, la personne doit être bénéficiaire de prestations sociales.
Sinon, en effet, elle ne peut pas rentrer dans ce dispositif d'aide. La MASP prend la forme d'un contrat signé entre le référent MASP et la personne majeure, et ça permet de fixer les engagements réciproques de la personne qui va accompagner et du bénéficiaire. Donc, évidemment, si on n'a pas l'adhésion du majeur à protéger, il n'est pas possible, en effet, de mettre en place une MASP. L'objectif de la mesure, c'est de permettre aux bénéficiaires de retrouver peu à peu une gestion autonome de son budget et de ses démarches administratives. Alors, ça peut durer combien de temps? Ça va entre 6 mois et 2 ans et on peut renouveler une fois de façon à ce que la mesure ne peut pas excéder une durée de 4 ans. Soit, en effet, cette mesure a permis de rétablir, on va dire, un équilibre budgétaire et administratif et la personne redevient autonome, soit au contraire, malheureusement, ce n'est pas suffisant et dans ces cas-là, l'idéal est de pouvoir accompagner la personne dans la demande et le dépôt d'une requête de demande de mise sous protection judiciaire. Donc, à qui et qui peut intervenir dans la demande de la mise en place de la MASP? On s'adresse aux services sociaux de proximité au sein des maisons Nord Solidarité, donc nos anciennes UTPS. Et en effet, les travailleurs sociaux pourront procéder à l'évaluation sociale, vérifier en effet qu'on remplit bien les conditions d'éligibilité de la demande de MASP. Et une fois que la demande est validée, le département va orienter pour la mise en œuvre de la MASP, parce que ça, c'est une des nouveautés. En effet, le département a en charge l'évaluation de la demande, mais par contre, la mise en œuvre de la MASP va être externalisée et c'est confié en effet alors, à l'ASAPN et à la GSS de l'UDAF pour le territoire de l'Avesnois. Je vois qu'il y a des collègues de l'Avesnois en plus qui sont là aujourd'hui. Donc voilà, on n'a pas tous les mêmes mandataires. Voilà. Je pense que je relaisse la main à la collègue. Alors, quand on est face à un proche en difficulté, on se pose un certain nombre de questions. Par exemple, j'ai des doutes sur les capacités d'un proche à gérer ses comptes, ses papiers. J'ai un proche qui a un problème d'addiction, qui a un problème de santé, l'empêchant de prendre des décisions pour lui-même. Donc, comment réagir face à ces situations? Donc, dans un premier temps, on a le devoir de l'entourage. L'entourage proche a des devoirs envers une personne vulnérable en l'absence ou dans l'attente du prononcé d'une mesure de protection. Exemple, les soins particuliers à prodiguer, l'accompagnement dans la vie quotidienne, l'hygiène, l'entretien. Au niveau de la responsabilité, en cas de mauvaise gestion des biens du majeur vulnérable, des membres de la famille peuvent se retourner contre la personne qui aurait agi de sa propre initiative, même en toute bonne foi. Donc, les différentes questions à se poser. Donc, la première, c'est est-ce qu'une procuration suffirait? Donc là, c'est le principe de subsidiarité. Tout à l'heure, je vous avais dit dans la réforme, les grands principes avaient été de nouveau approfondis. Donc le premier, c'est celui-là, le principe de subsidiarité. Si on peut faire autrement, il n'y a pas forcément nécessité d'une mesure de protection. Donc pas de mesure de protection si une procuration est suffisante. De même, si la personne est mariée, le régime matrimonial permet au conjoint de faire seul un certain nombre d'actes. La deuxième question à se poser, c'est y a-t-il une altération des facultés? C'est ce que l'on appelle le principe de nécessité. Une mesure ne peut être prononcée que si un médecin expert atteste de l'altération des facultés de la personne. On peut retrouver donc la liste des médecins experts soit en contactant directement le tribunal, soit en consultant le site du CREA Hauts-de-France. La troisième question, si je deviens curateur ou tuteur familial, serais-je indemnisé? Donc ça, c'est le principe de solidarité. Donc non, le curateur ou le tuteur familial n'est pas indemnisé. La protection des majeurs vulnérables est un devoir
pour les familles et la collectivité. L'exercice de la mesure est donc bénévole. Par contre, si la mesure est confiée à un mandataire privé ou à une association tutélaire, donc là, le majeur protégé aura un coût de sa mesure, hein, qui est un pourcentage en fonction de ses ressources. Les personnes, par contre, qui perçoivent moins de l'AAH ou jusqu'en tout cas les ressources de l'AAH sont exonérées du coût de cette mesure. Quatrième question. Dois-je demander une curatelle ou une tutelle? Donc là, c'est le principe de proportionnalité. Et donc, le choix du type de mesure va dépendre du degré d'altération des facultés mentales. Et son contenu doit être individualisé. Donc là, le juge va vraiment se baser sur l'expertise médicale pour déterminer le type de mesure. Donc, comment instruire la demande de mise sous protection? Donc là, de nouveau, je vais laisser la parole à Madame Henbert. Merci. Donc, si aucune des dispositions existantes ne peut s'appliquer ou est insuffisante pour protéger la personne vulnérable, il convient alors de faire une requête auprès des instances judiciaires. Donc, la saisine du juge des contentieux de la protection ou du procureur de la République, donc en fonction de qui va faire la demande, on va s'adresser soit au procureur si l'on est professionnel, partenaire, médecin, travailleur social, notaire, etc. Ou alors, le majeur lui-même ou sa famille et ses proches peuvent interpeller directement le juge de la protection. Donc, la requête auprès du juge doit contenir certains éléments sous peine d'être irrecevable et donc ne sera pas traitée et nous sera renvoyée pour complément d'évaluation. Et dans ces cas-là, vous imaginez bien ô combien ça peut être préjudiciable pour les majeurs à protéger. Donc, on insiste, hein, je pense que certains d'entre vous le savent, mais je pense qu'il est bon de le rappeler. Vous remplissez le CERFA, la requête hein, de mise sous protection. On y joint un acte de naissance. La difficulté, hein, c'est souvent d'obtenir cette fameuse expertise, donc le certificat médical circonstancié, qui a un coût de 160 € et qui doit être faite par l'un des médecins qui figure sur la fameuse liste dont on a parlé précédemment, des médecins reconnus experts auprès du tribunal. Donc, et dans tous les cas, en fin de compte, en tant que notamment de professionnels que nous sommes, il est bon de pouvoir ajouter des éléments via une note sociale. Ça, c'est toujours un gros plus parce que ça met aussi en valeur tout le travail pour certains qui a déjà été fait au terme de l'évaluation et parfois d'un accompagnement plus ou moins long, on va dire, hein. Donc, il faut mettre en valeur en étant synthétique, bien sûr, mais mettez en valeur tout le travail que vous avez pu produire en amont. Et dans la requête, vous indiquez le maximum, en effet, les coordonnées des personnes, des aidants, de la famille, évidemment du majeur vulnérable, son lieu de vie. Essayez de détailler au maximum en fonction des éléments. Alors, je sais, parfois, on n'a pas grand-chose, mais parfois, on a plein d'infos. Donc, si on les a, il faut les mettre. Ou en tout cas, il faut essayer d'aller les chercher. Au niveau, en effet, du budget, hein, les charges, les ressources, s'il y a un patrimoine, de mettre en avant, via votre note sociale, les difficultés que rencontre la personne. C'est vrai que c'est ça qui va permettre aussi au juge ou au procureur, alors je dis au juge pourquoi, alors que je viens de dire précédemment qu'en tant que professionnel, on ne s'adresse pas directement au juge, mais parfois, en effet, si on a pu développer un lien de confiance suffisant avec le majeur à protéger, eh bien, on va essayer en effet de faire en sorte que la requête, elle passe directement au juge. Et c'est vous, évidemment, qui va aider la personne, on le sait bien, hein, à compléter cette fameuse requête. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre en avant les difficultés de façon à ce que le proc ou le juge entendent bien et comprennent bien, puissent avoir une photo la plus proche de la réalité et qui va, en effet,
entendre et comprendre ô combien il est nécessaire de se saisir et de déclencher la procédure via une audition ou la nomination d'une sauvegarde, en effet, en urgence. Donc, au plus vous allez donner d'éléments d'information sur le contexte de vulnérabilité, au plus on va avoir de chances d'aboutir à ce qu'on souhaite pour protéger la personne, à savoir la mise en œuvre d'une mesure de protection judiciaire. Voilà. Je pense que alors je pense en effet, hein, que c'est la difficulté, c'est l'expertise. Bon, on a certains experts qui vont accepter d'être payés en plusieurs fois, d'être payés une fois que la mesure, va être, prononcée. Certains le font gratuitement, via des CMP, mais je sais ô combien ça devient de plus en plus difficile, parce qu'on a de moins en moins, d'experts, notamment dans les CMP, et de plus en plus de majeurs vulnérables à protéger. Voilà, je relaisse la parole à ma collègue. Alors, donc là, nous allons voir les différentes mesures de protection. Donc, on retrouve l'habilitation familiale, la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Alors, l'habilitation familiale est un nouveau régime de protection qui est issu de l'ordonnance de 2015. Donc, l'habilitation familiale permet à certains proches d'une personne devenue hors d'état de manifester sa volonté de la représenter ou de l'assister ou de passer en son nom un ou des actes à caractère patrimonial ou affectant la sphère personnelle. Donc l'habilitation familiale, on est dans une mesure soit de représentation, soit d'assistance. Donc c'est-à-dire que l'habilitation familiale peut s'apparenter soit à une représentation, donc soit à une tutelle, soit à une assistance, soit à une curatelle. Donc il existe deux types d'habilitation familiale. La première, donc, c'est l'habilitation familiale générale. Elle permet dans ce cas aux proches habilités de faire tous les actes qu'un tuteur pourrait faire seul ou avec l'autorisation du juge des tutelles, à l'exception des actes à titre gratuit, tels que les donations, ou la vente du logement principal, où là, il faut une autorisation spéciale du juge des tutelles. Donc maintenant, c'est vrai qu'on ne parle plus de juge des tutelles, hein, mais c'est le juge des contentieux de la protection, hein, qui est en effet anciennement le juge des tutelles. Donc là, l'habilitation familiale, en soi, une fois qu'on a été habilité, on peut faire l'ensemble des actes sans demander l'autorisation au juge, sauf pour tout ce qui est les actes à titre gratuit, les donations, et pour tout ce qui est la vente du logement principal. L'habilitation familiale est pour une durée maximum de 10 ans et elle peut être renouvelée. Ensuite, nous avons l'habilitation familiale spéciale. Donc là, la différence, c'est qu'elle permet au juge d'habiliter un proche à faire un acte particulier en lieu et place de la personne protégée. C'est-à-dire que là, on est habilité pour un acte bien précis. Par exemple, la vente d'un immeuble, le déblocage de fonds, la prise d'une décision médicale. Donc là, l'habilitation prend fin lorsque l'acte envisagé a été réalisé. Donc là, qui peut demander l'habilitation familiale? Donc une ou plusieurs personnes choisies parmi les proches de la personne protégée. Donc là, c'est soit les ascendants, les descendants, donc parents, enfants, frères, sœurs, conjoints mariés, partenaires de Pacs et concubins. Donc obligatoirement, on est dans la sphère familiale très proche. Par exemple, une nièce ne pourrait pas demander une habilitation familiale pour sa tante. Là, elle devrait demander une curatelle ou une tutelle. On est vraiment, c'est parents, enfants, frères, sœurs ou conjoints mariés, partenaires de Pacs ou concubins. Donc là, on a précisé une ou plusieurs personnes, c'est-à-dire qu'on peut être cohabilité. Dans une fratrie, on peut habiliter, par exemple, le frère et la sœur, hein, pour un des parents, comme on pourrait également habiliter, par exemple, le conjoint et un des enfants. Donc, la différence finalement au niveau de l'habilitation familiale entre une habilitation ou une curatelle ou une tutelle, c'est le rendu compte. C'est-à-dire que dans le cadre de l'habilitation familiale, une fois qu'on a été habilité, on ne rend plus compte au juge des tutelles. Et donc, c'est pour ça que l'habilitation familiale ne peut être donnée aux familles
pour lesquels il y a une bonne entente. S'il y a un conflit familial, obligatoirement, le juge ne prononcera pas une habilitation, mais prononcera plutôt une curatelle ou une tutelle pour avoir un regard finalement sur la mesure de protection. Alors ensuite, nous avons la sauvegarde de justice. Donc là, la sauvegarde de justice, c'est si la personne a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être présentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés. Donc il y a différents types de sauvegarde. Soit ça peut être une sauvegarde médicale, donc là sur déclaration médicale au procureur de la République, je ne sais pas, par exemple une personne qui est accidentée dans le coma et qui aurait nécessité d'une mesure, le milieu médical pourrait faire une déclaration au procureur de la République. La deuxième sauvegarde, ça peut être une sauvegarde autonome qui est prononcée par le juge des tutelles, qui estime que la nécessité de cette mesure parce qu'elle est temporaire, ou alors ça peut être une sauvegarde transitoire en entendant que le juge statue sur une mesure de protection. Donc là, c'est si on estime qu'il y aurait une notion d'urgence. Par exemple, le juge pourrait tout de suite prononcer une sauvegarde en entendant de prononcer une curatelle ou une tutelle. Donc la sauvegarde de justice, elle est pour une durée d'1 an et elle peut être renouvelée une fois. Donc là, il faut retenir surtout au niveau de la sauvegarde de justice que c'est une mesure temporaire, 1 an renouvelable une fois uniquement, et s'il y a une notion d'urgence, ça peut être une mesure qui peut être prononcée plus rapidement qu'une mesure de protection classique. La curatelle. Donc la curatelle, on est au premier niveau donc, de la mesure de protection. Donc là, c'est destiné aux personnes qui, sans être hors d'état d'agir elles-mêmes, ont besoin d'être assistées ou contrôlées dans les actes importants de la vie civile. Donc la curatelle est une mesure d'assistance. Donc il y a 2 niveaux de curatelle. Donc le premier niveau, c'est la curatelle simple. Donc là, la personne protégée continue à accomplir seule les actes de gestion courante. Elle décide seule des actes relatifs à sa personne, donc tout ce qui concerne la santé, le choix du domicile, l'hospitalisation. C'est toujours elle qui va percevoir ses ressources et régler ses dépenses. Et elle gère elle-même son compte courant. Donc là, la curatelle simple, le majeur protégé est uniquement assisté de son curateur pour les actes importants ayant une incidence sur son patrimoine. Par exemple, pour la souscription d'un crédit. Donc là, elle va être assistée de son curateur. Ou pour l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Ensuite, on passe au niveau un peu plus supérieur qui est la curatelle renforcée. Donc là, la curatelle renforcée, on est toujours dans une mesure d'assistance, mais le curateur va percevoir les ressources. C'est lui qui va régler les dépenses à partir d'un compte ouvert au nom du majeur. Le curateur met à disposition du majeur l'excédent. Donc là, la mesure peut être aménagée à tout moment par le juge des contentieux de la protection, d'office ou sur requête, c'est-à-dire que d'une curatelle renforcée, on pourrait passer à une curatelle simple si la situation s'améliore, ou au contraire, si la situation se dégrade, on pourrait passer d'une curatelle renforcée à une tutelle. Et donc là, la tutelle, c'est également un degré de protection supérieur. Et donc, elle est instaurée pour les personnes qui doivent être représentées de façon continue dans les actes importants de la vie civile. Donc là, la tutelle, on est dans le cadre d'une représentation. On représente le majeur protégé. Bien sûr, le juge ne prononcera pas de tutelle si une curatelle est suffisante. Donc là, le tuteur va accomplir seul les actes de gestion courante, il va percevoir les revenus et régler les dépenses. Possibilité de tutelle allégée, donc le juge des contentieux de la protection peut l'indiquer dans un jugement initial ou ultérieur. Donc cette possibilité est à favoriser lorsqu'il s'agit d'actes spécifiques à caractère personnel, par exemple mariage, divorce, testament, clause particulière pour les assurances vie. Donc là, il faut savoir que chaque jugement est personnalisable en fonction des capacités de la personne protégée. Donc là, je vous ai fait un schéma récapitulatif. Donc on parle de mesures de protection quand il y a altération des facultés personnelles et quand la santé ou la sécurité est compromise du fait des difficultés à gérer ses ressources. Donc on a des mesures contractuelles, le mandat de protection future, la mesure d'accompagnement social personnalisé,
la MASP, et on a des mesures judiciaires, la mesure d'accompagnement judiciaire, l'habilitation familiale, la sauvegarde, la curatelle et la tutelle. Donc toutes ces mesures, bien sûr, ne sont pas cumulables, mais on peut passer d'une mesure à une autre. Par exemple, on peut passer d'une curatelle à une tutelle ou inversement. On pourrait également passer, par exemple, une personne qui aurait eu une tutelle et qui maintenant souhaiterait demander l'habilitation familiale, pourrait en effet faire la demande si elle est bien dans la sphère familiale proche. Alors les délais, hein, pour les demandes de mise sous protection, sont variables d'un tribunal à l'autre. Ça met quand même plusieurs mois, hein, pour obtenir une mesure de protection. C'est pour ça que quand il y a la notion d'urgence, on peut, demander à actionner dans un premier temps une sauvegarde de justice. Donc je vous ai mis quelques notions récapitulatives. On parle de mesures d'assistance ou de représentation. Dans le cadre de la mesure d'assistance, on est pour une curatelle soit simple, soit une curatelle renforcée, soit une habilitation familiale. Dans le cadre d'une mesure de représentation, on peut être dans le cadre d'une tutelle ou dans le cadre d'une habilitation familiale. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'au niveau de l'habilitation familiale, on peut en effet être dans une mesure d'assistance ou une mesure de représentation. Alors, il faut savoir qu'en pratique, au niveau donc des jugements, hein, que l'on peut voir, majoritairement, les habilitations familiales sont dans le cadre des représentations ou alors au niveau de l'assistance d'une curatelle simple. On voit très peu, voire moi j'en ai encore jamais vu, d'habilitation familiale dans le cadre d'une curatelle renforcée. Parce que bah, là, il faut surtout, dans le jugement, bien préciser tous les actes que le majeur pourrait faire et la personne habilitée également pourrait faire. Et souvent, les juges préfèrent prononcer plutôt une curatelle renforcée qu'une habilitation familiale. Et ils habilitent plutôt les familles dans le cadre d'une représentation et plutôt dans le cadre de ce coup-là d'une tutelle. Donc, au niveau des mesures de protection, on fait la distinction entre des mesures au bien et des mesures à la personne. Alors, peu importe que ça soit dans le cadre de la curatelle, de la tutelle, hein, on parle toujours de mesures au bien, mesures à la personne. Les mesures au bien, c'est tout ce qui concerne les démarches administratives, financières. Par contre, les mesures à la personne, c'est tout ce qui va concerner le bien-être, la santé. Donc là, dans le jugement, il faut toujours bien vérifier finalement que le mandataire, le tuteur ou le curateur a bien une mesure soit au bien et à la personne, donc pour l'ensemble, soit il peut avoir une mesure que au bien ou que à la personne. On peut également nommer finalement deux personnes, c'est-à-dire un tuteur qui aurait la mesure au bien et un autre tuteur qui aurait la mesure à la personne. Alors, le juge peut prononcer, hein, vraiment, les jugements sont vraiment personnalisables en fonction des situations. Et par exemple, dans une fratrie, il pourrait avoir un des enfants qui a plus de facilité dans les démarches administratives, les comptes bancaires, et donc il souhaiterait prendre la mesure au bien. Et puis un autre frère qui est plus près, par exemple, d'un des parents, hein, pour lequel on demanderait la mesure de protection, et qui de ce coup-là demanderait plutôt la mesure à la personne parce que au niveau de la santé, il va accompagner un de ses parents dans tous les visites médicales et donc il préférerait prendre la mesure à la personne. Et donc ça, c'est possible de scinder la mesure en deux. Comme ça peut être également scinder la mesure en deux avec un membre de la famille et une association tutélaire. Par exemple, une association tutélaire pourrait bien avoir la mesure au bien et la mesure à la personne pourrait être confiée à un membre de la famille. Dans les différentes mesures de protection, on parle toujours également de co-tutelle, co-curatelle, c'est-à-dire qu'on peut nommer deux ou plusieurs personnes, hein, et donc quand on est dans une co-tutelle ou une co-curatelle, on fait ensemble les démarches et quand il y en a un qui n'est pas là, l'autre peut agir. On peut également retrouver dans les jugements, hein, des subrogés, subrogé tuteur ou subrogé curateur. Donc là, le subrogé, il y a un rôle de contrôle, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui va faire les démarches, hein, c'est bien le tuteur ou le curateur qui va faire les démarches, mais le subrogé va contrôler ce que le tuteur ou le curateur a fait.
Alors, les dispositions à prendre à l'ouverture de la mesure, c'est-à-dire une fois que l'on a déposé la demande de mise sous protection, qu'on a obtenu le jugement de tutelle ou de curatelle, ensuite, donc, il y a différentes dispositions à mettre en œuvre. La première, c'est la protection du compte bancaire. Donc là, ouverture d'un compte bancaire au nom du majeur, si celui-ci ne dispose pas déjà d'un compte courant, suppression des procurations, restitution des instruments de paiement pour octroyer d'autres instruments de paiement, hein, et établir la liste de tous les comptes courants de placement et des contrats souscrits. Donc là, je vous ai mis un modèle, par exemple, de courrier que l'on peut envoyer à la banque, hein, pour informer de la mesure de protection. Donc là, par exemple, bien mettre la référence client, hein, du compte, l'adresse de la personne protégée. Donc là, l'exemple, hein, Madame, Monsieur, je vous informe que par décision en date du j'ai été désigné, hein, curateur ou tuteur de Monsieur ou Madame Attel, vous trouverez ci-joint une copie du jugement ou un extrait du jugement, un justificatif d'identité et de domicile me concernant. Compte tenu de cette mesure, je vous serai reconnaissant de bien vouloir enregistrer la mesure dans vos livres, prendre en compte que je suis seul habilité à faire fonctionner les comptes courants, supprimer toute procuration existante sur le compte, supprimer les accès Internet de la personne protégée, m'adresser à un état descriptif de ces comptes, m'adresser pour chaque compte un relevé des écritures bancaires, hein, depuis la date du jugement, préciser le détail des services souscrits par votre intermédiaire, hein, tout ce qui concerne les crédits, les assurances vie, hein, et m'adresser une copie des contrats en cours. Mais également, vous pouvez passer le slide suivant, mais également donc interdire de toute remise d'un chéquier ou carte de paiement à la personne protégée, hein, selon ce que prévoit bien sûr le jugement, délivrer de nouveaux moyens de paiement, que là le tuteur ou le curateur mettra en place en les libellant, et là on précise le libellé qu'on souhaite, interdire toute opération qui n'ait pas reçu mon aval, uniquement si la tutelle ou curatelle renforcée, hein, bien sûr, pas dans le cadre d'une curatelle simple, me préciser tout engagement financier et caution pris, me préciser l'existence éventuelle d'un coffre-fort et m'adresser toute correspondance concernant la personne protégée à l'adresse suivante. Donc là, l'important dans ce courrier, c'est bien de préciser tout ce que l'on souhaite pour bien mettre en place la mesure de protection et de demander l'ensemble des documents parce qu'on en aura besoin dans l'inventaire finalement qu'on devra réaliser, l'inventaire du patrimoine. Ensuite, au niveau des assurances, il faut s'assurer de la souscription de contrats d'assurance garantissant les risques aux biens et à la personne. Donc là, bien vérifier que la personne protégée a bien une assurance habitation, responsabilité civile, une assurance voiture si elle a un véhicule. Au niveau des animaux, si voilà, elle a, par exemple un chien dangereux. Donc là, c'est à bien vérifier que la personne est bien assurée. Ensuite, au niveau de l'état civil, donc là, on peut vérifier l'enregistrement au répertoire civil. On dit en fait que la mention est opposable à partir du moment où le majeur peut s'en servir lors d'un procès pour démontrer qu'il était bien sous tutelle au moment de l'acte. Donc là, on vérifie au niveau de l'état civil que la mesure de protection a bien été enregistrée. Ensuite, on doit informer de la mesure de protection les différentes instances. Donc ça peut être les banques, les organismes qui versent les revenus de la personne protégée, les organismes administratifs, le bailleur, les fournisseurs d'énergie, les assurances. Là, finalement, on prévient l'ensemble des instances qui existent une mesure de protection. Donc là, pareil, je vous ai mis un modèle de courrier que l'on envoie finalement aux différents organismes. Donc, je vous informe, je vous informe que par décision en date, j'ai été désigné tuteur ou curateur de monsieur ou madame Attel. Vous trouverez ci-joint toujours bien mettre la copie du jugement ou l'extrait du jugement, un justificatif d'identité et de domicile vous concernant. À cet effet, je vous demande de bien vouloir m'adresser toute correspondance concernant monsieur ou madame Attel. Donc là, pareil, si des factures sont émises par ce tiers et réglées par prélèvement, là, il faut indiquer si vous continuez, si vous souhaitez en tout cas continuer les prélèvements ou si vous souhaitez changer le moyen de paiement.
tous ces modèles de courrier, vous pouvez les retrouver sur le site du Créail, sur protection juridique créail-hauts-de-france.fr. Ensuite, il y a un inventaire des biens du majeur protégé à réaliser. Donc l'inventaire, c'est quoi? C'est une photographie finalement du patrimoine de la personne protégée à un instant T. Donc l'inventaire fixe les avoirs et les dettes lors de l'ouverture de la mesure. Donc cet inventaire est à transmettre dans un délai de 3 mois pour les biens meublants et dans un délai de 6 mois pour les biens immobiliers et l'épargne. Donc les opérations d'inventaire doivent se dérouler en présence de la personne protégée si son état le permet, de son avocat le cas échéant, ainsi que de 2 témoins majeurs qui ne sont ni au service de la personne protégée ni au service des tuteurs. Donc là, les 2 témoins, ça peut être un autre membre de la famille, ça peut être un voisin, un ami, une autre personne, on va dire, qui gravite autour du majeur protégé. On a un budget prévisionnel également à réaliser. Donc ce budget doit reprendre les recettes, les dépenses courantes mensuelles, donc le loyer, l'électricité, les assurances, les dépenses courantes à prévoir dans l'année, vêtements, coiffeurs, vacances. Et donc ce budget prévisionnel est à remettre dans un délai de 3 mois qui suivent l'ouverture de la mesure de protection. Donc souvent, ce budget prévisionnel, on l'envoie en même temps que l'inventaire. L'inventaire, on peut avoir donc un modèle vierge de l'inventaire auprès du tribunal. Donc s'il n'a pas été mis avec le jugement, il ne faut pas hésiter à demander donc un modèle d'inventaire au tribunal que l'on dépend. En cas de difficulté, donc là, notre seul interlocuteur finalement est le juge des contentieux de la protection. Donc comment on l'interpelle? Par requête. Donc les difficultés, alors on pourrait avoir des difficultés dans le cadre de l'exercice de la mesure, on pourrait avoir des difficultés avec le majeur protégé, on pourrait souhaiter par exemple se dessaisir de la mesure. Donc là, il ne faut pas hésiter donc à faire une requête bien explicative de la situation au juge des contentieux de la protection. Comment prend fin la mesure de protection? Donc là, la mesure de protection prend fin soit par le non-renouvellement de la mesure. C'est-à-dire que dans le jugement, il est précisé une durée de la mesure, alors qui peut être de 5 ans, 10 ans. À la fin de cette mesure, si on ne demande pas un renouvellement de la mesure, elle va prendre fin automatiquement. Le deuxième cas de figure, c'est soit par la main levée de la mesure. C'est-à-dire que dans toute mesure de protection, on peut demander à un moment donné une main levée. Par exemple, si on estime que la situation s'est améliorée et qu'il n'y a plus nécessité d'une mesure de protection, on peut demander de nouveau un certificat médical qui attesterait finalement des facultés de la personne et de sa capacité de nouveau à gérer sa situation. Et donc, dans ce cadre-là, le juge des contentieux de la protection pourrait faire une main levée de la mesure. Troisième cas de figure, soit par le changement de mandataire, c'est-à-dire que on peut demander au juge des contentieux de la protection de changer de mandataire. Alors ça peut être le majeur protégé qui fait cette demande de changer de mandataire parce qu'il estime qu'il y a une difficulté, ou le mandataire lui-même peut demander à être dessaisi par rapport à une situation. Et la dernière cas de figure, c'est le décès de la personne. Dans ce cadre-là, la mesure de protection prend fin également. Pour toute information, que ça soit donc tout type de famille, peuvent appeler le service d'information et de soutien aux tuteurs familiaux. Donc, je vais vous présenter ce service qui est mis à disposition donc des familles qui se posent finalement des questions sur les mesures de protection. Alors, donc au niveau du service, on reçoit des personnes, par exemple, qui s'interrogent sur la nécessité d'une mesure de protection pour un proche. On a des familles qui ont des doutes, mais ils ne savent pas s'il y a vraiment besoin d'une mesure de protection. On peut recevoir également des parents, par exemple, d'enfants en situation de handicap qui vont atteindre la majorité et qui se posent également la question sur la nécessité ou pas d'une mesure de protection.
On peut recevoir également des personnes qui souhaitent engager une démarche d'ouverture d'une mesure de protection juridique et qui ont besoin d'informations sur où retirer le dossier, comment remplir la demande de mesure de protection, quels sont les documents importants à mettre à l'intérieur du dossier. On peut recevoir également des personnes qui souhaitent organiser leur propre protection, par exemple dans le cas du mandat de protection future. On reçoit également des personnes qui s'interrogent sur leurs droits et leurs devoirs en cas d'acceptation de la mise en œuvre de la mesure de protection. On a des familles, par exemple, qui ont envie d'accepter, mais qui ont peur, qui ont peur de ne pas réussir à exercer cette mesure et qui ont besoin d'informations, de renseignements sur à quoi ils s'engagent s'ils acceptent cette mesure de protection. On reçoit également des personnes qui ont été, nommées tuteurs ou curateurs, ou dans le cadre d'une habilitation familiale, et qui ont besoin de conseils dans l'exercice de la mesure. Par exemple, au moment de l'inventaire, sur qu'est-ce que je dois remplir dans l'inventaire, est-ce que je dois tout inscrire, est-ce qu'au niveau du compte-rendu de gestion, j'ai besoin de garder tous les tickets de caisse. Vous voyez, ça va être des questions qu'on va retrouver. Alors, dans le cadre donc, de leurs mesures, à différents moments, ils peuvent se poser des questions. Par exemple, ça peut être une personne qui aurait la mesure de protection pour un de ses parents et qui aurait besoin d'un placement en EHPAD. Et donc, pour faire face aux frais de l'hébergement, aurait besoin de vendre la maison. Donc là, on va retrouver des familles qui vont se poser des questions sur quelle requête je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre à l'intérieur de ma requête, voilà. Et puis, on peut également recevoir des personnes qui souhaiteraient prendre l'exercice d'une mesure juridique d'un proche qui aurait, par exemple, une mesure qui aurait été confiée à une association tutélaire et qui souhaiterait reprendre la mesure. Donc, toutes ces personnes peuvent bien sûr contacter le service d'information et de soutien aux tuteurs familiaux. Donc, c'est un service gratuit. Donc, on met à disposition un lieu de soutien, d'orientation, d'information et d'aide technique pour les familles. Donc, concrètement, on a un numéro unique, le 0806 80 20 20. Donc, c'est un numéro régional. Il suffit donc de taper sur le chiffre 1 pour avoir le département du Nord. Et donc là, quand on appelle ce numéro, donc on va tomber sur ma collègue de l'accueil qui va proposer aux familles des permanences, soit physiques, soit téléphoniques, sur l'ensemble du département. Donc, on a 10 lieux de permanence sur tout le département. Donc, on a Lille, Roubaix, Tourcoing, Valenciennes, Maubeuge, Douai, Cambrai, Avesnes-sur-Helpe, Dunkerque et Hasbrook. Donc, on a des permanences physiques mensuelles sur chaque lieu de permanence et on a une permanence hebdomadaire sur l'île. Concernant les permanences téléphoniques, on a des permanences toutes les semaines. Où là, donc, ce sont des mandataires qui assurent ces permanences et qui vont répondre à l'ensemble des questions que se posent les familles. Donc, ces mandataires sont mis à disposition, en fait, donc, des différentes associations tutélaires qui participent au dispositif. En parallèle de nos informations individuelles, on réalise également des informations collectives. Donc là, la prochaine action collective a lieu au point Info Famille. Voilà, donc au point Info Famille de l'UDEF du Nord, donc dans le cadre des rendez-vous du PIF, tous les mois, on organise une action collective sur des thèmes différents. Et donc celle concernant les mesures de protection aura lieu le 1er juin, donc de 14h à 16h. Donc là, toute famille et même professionnels peuvent s'inscrire à ce type de temps collectif. On peut également, donc, sous demande des partenaires, proposer des actions collectives sur le thème des mesures de protection au sein directement de vos structures. Donc ça, c'est également possible. On peut intervenir sur l'ensemble du département. Alors, on intervient. Là, dernièrement, je suis intervenue, par exemple, dans un IME auprès donc là de jeunes majeurs dans le cadre de la mesure de protection. On peut également intervenir. Dernièrement, on est intervenu à la Maison des aidants. Donc là, c'est vraiment sous demande des partenaires. On peut intervenir auprès de vos publics. Donc, toutes les interventions proposées garantissent bien sûr la confidentialité des informations délivrées.
J'ai une adresse mail dédiée au service qui est istfnord@gmail.com. Donc là, en tant que partenaire, vous pouvez tout à fait m'envoyer un message sur cette adresse si vous avez une question dans le cadre d'une mesure de protection ou par rapport à une famille que vous accompagnez. Les outils mis à disposition donc des professionnels et des familles. Donc, on a les fiches techniques lors du PowerPoint. À différents moments, donc, je vous ai fait voir différentes fiches techniques. L'ensemble de ces fiches techniques, donc, on va retrouver différents thèmes. Donc, une fiche technique sur l'habilitation familiale, une sur la tutelle, la curatelle, les dispositions à prendre à l'ouverture d'une mesure, les différents modèles de courrier également, on va les retrouver dans ces fiches techniques. Il y en a à peu près une vingtaine. Et l'ensemble de ces fiches techniques, on les retrouve sur le site du CREAI, sur protection juridique, creai-hauts-de-france.fr. Il y a également une mallette pédagogique qui a été créée, donc qui est assez récente, elle est sortie donc courant 2021. Dans cette mallette pédagogique, on va retrouver également l'ensemble des informations sur les mesures de protection. Cette mallette pédagogique, vous pouvez également la télécharger sur le site du CREAI. Donc là, on va retrouver les différentes mesures de protection, mais on va également retrouver différentes fiches, donc sur la partie 2, sur comment faire. Donc là, par exemple, vous allez avoir les différentes mesures sous forme de tableau, avec à chaque fois précision, qu'est-ce qui va changer dans le cadre de la mesure de protection. Donc là, on a, en fonction de la thématique, par exemple sur cet exemple-là de la curatelle simple, on a les différentes thématiques vie quotidienne, citoyenneté, vie sociale, famille, santé, logement, banque. Et donc, on a un tableau qui nous précise mais ce qui ne va pas changer. Malgré que je suis sous mesure de protection, je peux toujours faire telle ou telle démarche. Et puis, ce qui va changer, ce que j'aurai besoin finalement de mon curateur pour faire telle ou telle démarche en fait. Ou alors, soit j'aurai besoin, quand on est dans le cadre d'une mesure d'assistance, on va le faire avec le tuteur ou le curateur, ou alors dans le cadre finalement d'une tutelle, ce que mon tuteur va faire finalement à ma place. Dans les outils également mis à disposition, on a le guide « Bien coopérer en pratique ». Ce guide, pareil, vous pouvez le retrouver sur le site du CREAI, il est téléchargeable. Donc, dans ce guide « Bien coopérer en pratique », donc, on va retrouver le métier de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. On va retrouver également les différentes mesures de protection, comment demander une mesure de protection, l'instruction de la demande, le rôle du mandataire avec son rôle d'assistance ou de représentation. On aura une troisième partie dans ce guide sur coopérons, comment finalement on peut travailler ensemble autour donc, de la personne protégée avec son mandataire, les différents partenaires professionnels qui sont finalement autour de la personne protégée. Et une partie également sur les procédures et interlocuteurs, le consentement aux soins des personnes. Donc, tous ces outils mis à disposition, que ce soit les fiches techniques, la mallette pédagogique ou le guide pratique Bien coopérer, on retrouve l'ensemble de ces informations sur le site donc protection juridique creai-hauts-de-france.fr. Donc là, pour toute information, n'hésitez pas à contacter le service. Et donc, ce service peut fonctionner avec la participation et le soutien de l'ADRETS, du CREAI et des associations mandataires qui participent à ce dispositif. Donc, on a la ZAPN, Atinor, la GSS de l'UDAF, l'Ariane, le CCAS de Tourcoing, la CIP et l'ACL qui participent donc au dispositif d'information et de soutien aux tuteurs familiaux. Écoutez, je vous remercie en tout cas de votre participation. Donc, nous n'avons pas pu faire questions-réponses en direct, mais en tout cas, je prendrai le temps de répondre à l'ensemble de vos questions par la suite.
Merci beaucoup Madame Baye. Merci aussi à Nadège Enbert, hein, pour votre présentation et pour vos explications. N'hésitez pas vraiment à consulter les outils, hein, sur le site du CRAI, hein. C'est vraiment des outils bien faits et très pratiques, en tout cas, aussi bien pour les familles que pour les professionnels. Bon, Madame Baye est aussi à votre disposition s'il y a des questions supplémentaires. J'ai pas eu le temps de regarder du coup, comme j'étais à la manœuvre, je n'ai pas vu les questions dans le chat, mais comme à l'habitude, on prend un temps pour y répondre avec Madame Baye et puis on vous l'envoie assez rapidement. Donc du coup, prochain rendez-vous du 1 heure pour l'autonomie le 2 mai. Ce sera sur la PCH. Bon, il s'agit bien d'une heure pour l'autonomie du mois d'avril, hein, que nous vous proposons donc du coup le 2 mai au compte tenu des vacances scolaires. Écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, puis à vous dire à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Madame Baye, si vous voulez bien, on reste connecté? Oui, tout à Merci. fait. Oui, Emeline, je compte sur toi. Je suis en train. Je vois que tu es hyper concentrée. Je vois que